raconter, et on a quand même envie de savoir l'essentiel du projet Profan. De quoi s'agit-il exactement? Il y a une question de retour finalement sur les enseignements, c'est-à-dire qu'on est sur des outils qui permettent aussi de voir avec une expérimentation si ce qu'on a délivré comme message, comme enseignement est intégré par les apprenants, c'est ça? Alors, entre autres, c'est ça. Je vais avoir besoin de vous là, ce matin parce que, pour reprendre ce que disaient nos collègues des CAFOC, là, moi je ne prétends pas avoir de vérité, ça c'est sûr. Par contre, j'ai besoin là, de votre présence parce que la dernière diapo, pour la comprendre, eh bien, il va falloir avoir porté un tout petit peu d'attention sur la première partie de ce que je vais vous présenter, sinon j'aurais gaspillé le temps que l'on a. Parce qu'on peut dire que c'est un projet de recherche qui intègre des laboratoires, et c'est dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Donc, on s'est dit qu'il faut reprendre certains sujets un peu à la source et faire travailler des labos sur la question des apprentissages. Tout à fait. Alors, je présenterai cette partie Profan après cette première introduction où je réclame votre présence. Parce qu'en fait, la question que je me posais avant de partir dans l'aventure Profan était autour d'utiliser le numérique comme assistance pour mieux évaluer des compétences. En fait, dans l'éducation, on a quand même un souci qui n'est pas simple à résoudre, qui est d'évaluer des compétences, sachant que chaque individu fonctionne de manière différente. Est-ce qu'il y a une bonne manière de réaliser des tâches ? Donc, pour illustrer mon propos de manière assez triviale, je pars d'une quelque chose qui parle sans doute à tout le monde, une prise qui s'est arrachée d'un mur. Et là, on est peut-être sur le CAP MBC. Bon, moi, j'ai illustré sur le bac MELEC, puisqu'il va me servir un petit peu après dans le propos. Donc, je ne vous présenterai pas tout. Là, je suis parti d'une tâche d'habilitation pour réaliser ce qu'on vient de voir. Si on est en fonctionnement, eh bien, il faut au moins avoir une habilitation dite BS. Et donc, pour pouvoir remettre cette prise sur le mur. Je souhaite qu'on se polarise un tout petit peu sur les résultats attendus d'une telle tâche. On nous demande d'observer si celui qui agit recueille bien une autorisation, s'assure que l'installation est hors tension, analyse l'ensemble des risques. Vous voyez que derrière ces mots, il n'y a peut-être pas ce qu'on retrouve habituellement dans une tâche. Pour moi, une tâche, mais parce que je raisonne de manière souvent basique, une tâche, ça s'observe, quoi. C'est le quoi de l'activité. Et donc, j'ai tendance à penser, moi, que sur une tâche, on peut observer des choses, voir ses résultats attendus. On voit que dans les verbes qui sont utilisés, on fait appel quand même un petit peu à l'analyse, à ce qui se passe dans le cerveau de celui qui agit. Donc, si on se dit que tout n'est pas observable, on peut regarder aussi un autre élément qui est défini. Alors, tout à l'heure, oui, c'était Xavier Blais qui nous expliquait que dans les référentiels, c'est pas toujours facile de les appréhender. C'est vrai qu'on décrit des tâches et puis on décrit des compétences. Si les tâches sont le quoi de l'activité, qu'est-ce que je fais? Les compétences, c'est un petit peu le comment je fais. Et le comment je fais se passe souvent un tout petit peu dans la tête. Et donc, quand on regarde les critères d'évaluation d'une compétence, ici, donc j'ai pris quelque chose qui pouvait se rapprocher de l'activité qu'on va voir, eh bien, je dois réaliser une opération, là, et je dois réaliser des contrôles. Bon, ça peut s'observer peut-être, quoi qu'on parle de contrôle visuel. Observer des contrôles visuels, c'est pas simple. Les mesures sont réalisées, bon, ok, ça peut s'observer. Les mesures liées à l'efficacité sont réalisées. Les essais adaptés sont réalisés. Adaptés, il y a peut-être négociation dans le mot adapté entre finalement le formé et le formateur. Et dans l'évaluation, tout ce qui n'est pas observable peut être sujet à négociation. C'est-à-dire que quand le professeur observe, déjà, il faut qu'il ait le temps d'observer toute l'activité. En général, il n'a pas qu'un seul apprenant sous la main, donc il n'est pas sûr de tout voir. Et puis, même s'il est à côté, il n'est pas sûr de tout voir quand même, parce que quand on ne connaît pas l'intention d'une personne, les observables ne sont pas forcément guidés. Donc, alors, quand on prend les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées, vous voyez bien que là, c'est sans doute sujet à interprétation entre celui qui fait et celui qui observe. Donc si vous pouvez retenir de tout ça,
le fait qu'un formateur, un enseignant, a sans doute du mal à appréhender dans une activité, à partir des performances qui, elles, s'observent, les compétences en jeu de manière assez complète. Donc ça, c'est une difficulté pour le formateur. Et puis pour l'apprenant, le résultat de son action se traduira par de différentes manières, mais toujours est-il que si tout n'est pas parfait, c'est difficile pour lui d'évaluer ce qui n'allait pas, de trouver où remédier. Et puis si tout allait bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'il était compétent, parce qu'il a peut-être eu beaucoup de chance. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé souvent. Donc là, le numérique peut apporter une plus-value qui a certains avantages. Il y a forcément des inconvénients. Donc là, j'ai pris, pour illustrer quelque chose qu'on a fait sur l'habilitation électrique en lien avec ce que je vous ai proposé. Et puis, vous allez imaginer que l'apprenant qu'on voit là, c'est quelqu'un qui est dans un cube immersif comme celui-ci. Alors, vous allez voir deux niveaux de retour de la scène. Il y a ce qu'on appelle ce qui se passe dans ses yeux, c'est-à-dire qu'on va être à sa place, on va le voir conduire des gestes. Et puis, on peut, grâce au numérique aussi, se mettre un petit peu à distance, et vous allez aussi observer son avatar qui fait des choses. Dans ces deux lieux-là d'observation, vous voyez bien qu'il y a un intérêt à pouvoir de temps en temps reculer la caméra, parce que celui qui fait, il est simplement cadré par son champ de vision et ce qu'il a observé de la situation. Donc ça, c'est à voir dans la vidéo. Je prends des précautions parce que comme je ne pourrais pas l'arrêter, la vidéo, je ne pourrais pas faire des explications au fur et à mesure, et j'y reviendrai après. Donc on va essayer de la lancer. Donc c'est une petite publicité au passage, mais c'est le partenaire qui a développé avec nous pour Profan ensuite. Et là, on est sur autre chose. Donc cette scène, on est dans le scénario de ce que je vous ai décrit. L'avantage de l'immersion, c'est que on peut faire interagir des acteurs que dans une salle, on a du mal à avoir. On va générer par le numérique un rapport de tout ce qui est fait. Donc là, l'inspection visuelle, elle a une utilité, c'est pour voir si un fil n'est pas débranché. Si jamais un fil était débranché, ce n'est plus de la compétence de celui qui a une habilitation BS. Donc c'est important comme information. Donc là, on le voit baliser son terrain de jeu. Là aussi, ça pourrait se faire automatiquement. C'est intéressant de savoir comment il s'y prend. Voir s'il ne va pas engendrer des difficultés en faisant ça, dans la réalisation de son geste. Donc comme en vrai, là on pourrait tout à fait reproduire ça dans un atelier. Hein. Par contre, vous allez voir que le rapport, en fait, c'est Big Brother, il peut tout nous dire de la situation si on l'a prévu. Hein. Et donc on peut aussi venir ajouter des questionnements si on est dans on va dire, une forme un peu évaluative, et puis de manière formative, on n'est pas obligé de rajouter toutes ces difficultés dans l'action. Donc là, on réalise une opération avant d'intervenir, voir s'il y a bien absence de tension. Donc tout ça peut se faire déconnecté j'allais dire dans un atelier. Par contre, là aussi, le professeur n'est pas forcément présent au moment où l'acte se fait. Et donc c'est quand même intéressant de revenir sur ces choses-là. La réalité virtuelle est souvent pas très utile pour travailler le geste technique. Hein. Là, vous voyez bien, revisser, c'est pas très intéressant de mettre un tournevis et puis de tourner la vis. Et donc, il importe que dans les scénarios qui sont construits, on centre bien sur ce qu'on veut faire. Moi, j'ai pu observer déjà des effets de buzz là, de quelques sociétés qui proposent des ressources où effectivement, ça va attirer le fait de jouer entre guillemets avec ces outils. Il faut qu'on en dégage une plus-value pédagogique, et ça se travaille. Donc là, j'ai sorti un rapport qui n'est pas du tout de cette activité-là, parce que pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser ça dans n'importe quel secteur. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui va être de l'ordre des observables qui étaient dans la tâche, eh bien, ça aura été observé pour nous, donc ça, c'est quand même un intérêt. Et puis, deuxième chose, l'aspect négociation de l'affaire, eh bien, ça peut se travailler de deux manières, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remontrer à l'apprenant plus tard le film de ce qu'il a réalisé. Donc on peut revenir sur l'action, et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant pour développer
des compétences aussi psychosociales. Et comme c'est l'objet de ce qui va suivre, c'est intéressant d'en parler. Le côté réflexif aussi sur l'activité, là se travaille tout concrètement dans le but de développer des compétences et de progresser. Donc chaque jeune va pouvoir identifier, chaque apprenant, là où ça a pêché dans l'activité et là où, par contre, ça s'est très bien passé. Mais ça nécessite d'aller aussi travailler, observer tout ce qu'on n'a pas vu et qu'on va faire apparaître à partir du film qu'on projette en posant des questions à l'apprenant qui revit la situation quand il la voit et lui dire là, qu'est-ce que tu fais? Et donc le simple fait de mettre des mots sur son activité, c'est la conscientiser, ça va permettre de comprendre les intentions et peut-être de mieux juger les traces qu'on aura de l'autre côté gardées. Donc moi j'ai tendance à dire qu'avec ces outils-là, d'un point de vue pédagogique, on a fait un bond immense pour toute situation de travail, pour pouvoir dégager effectivement les compétences acquises, le niveau de compétences acquises. Le niveau, j'aime pas beaucoup ce mot puisque ça paraît un petit peu du remplissage, hein. Mais donc où on en est dans la maîtrise des compétences qui se sont manifestées et on en a la trace. Un petit peu moins de 5 minutes. On va parler de l'expérimentation Profan en 5 minutes. Je savais que je serais trop long sur ce côté-là. C'est intéressant, il faut dire en même temps, mais on a un temps qui est compté. Voilà. Donc deuxième partie, maintenant que vous avez bien retenu ça, l'expérimentation Profan. Donc je vous rappelle, ça servira tout à la fin. Bon là, l'expérimentation Profan, c'est venu, donc vous l'avez rappelé, d'une démarche PIA. Donc le recteur honoraire Jean-Marc Monteil a lancé avec des labos de recherche une recherche sur finalement les nouvelles compétences qu'on voit apparaître pour travailler dans nos univers un peu numériques et surtout où la collaboration est présente. Donc j'y reviens pas. Ça c'est aussi intéressant de se dire qu'on prépare des jeunes pour des métiers qui ne sont pas encore inventés. Donc il faut sans doute les préparer à ces questions de maîtrise de compétences qui ne sont pas professionnellement techniques, mais professionnellement humaines et à maîtriser. Donc du fait, on l'a évoqué tout au long de ce séminaire, hein, des évolutions dans nos métiers. Donc c'est l'objet de l'expérimentation Profan. Ça engage 10 académies expérimentatrices pour quelques régions qui sont situées là, hein. On est resté sur le modèle des académies existantes. On a ciblé dans cette expérimentation 3 bacs pro qui sont les plus gros flux dans les différents champs, hein. Donc économie, gestion, accompagnement, soins, services à la personne, enfin commerce, pardon, accompagnement, soins et services à la personne, et puis métier de l'électricité, ces environnements connectés. Donc ça représente 112 environ établissements, et à l'intérieur de ces établissements, parfois 3, 4, 5 classes. Donc beaucoup d'élèves engagés sur 5 disciplines, le français et les mathématiques, et puis les disciplines d'enseignement professionnel de ces différents bacs. On a constitué 3 groupes j'allais dire de cobayeurs, d'apprenants. Ceux qui bénéficieront donc de modalités spécifiques conçues par l'équipe de chercheurs pour travailler les compétences psychosociales. Un autre groupe, le groupe 2, qui pour cette partie-là aura simplement à mettre en œuvre la réflexion du professeur sans accompagnement, et puis aucune modalité particulière pour le groupe 3. Sinon, le groupe 1, 2 et 3 aura à un moment donné dans le temps un même objet à travailler. Et puis, dans les 2 premiers cas, on donnera des ressources sur une plateforme numérique, et dans le 3e cas, on fera comme d'habitude. On vise à comparer les résultats des comportements des jeunes dans ces 3 groupes de travail. Donc, l'hypothèse retenue par les chercheurs, c'est que dans le groupe 1, ça va mieux se passer puisqu'on les a accompagnés et qu'on a vraiment travaillé les compétences psychosociales. Dans le groupe 2, ça sera un petit peu moins bien puisqu'on ne les a pas accompagnés sur ce développement-là. On a laissé simplement à l'enseignant le soin d'y réfléchir. Et puis dans le groupe 3, comme on n'a rien fait de particulier, on se dit que les résultats seront moins bons puisqu'on n'a pas travaillé les compétences psychosociales. Il n'est pas dit qu'à la fin, ce soit l'inverse. Vous avez bien compris que peut-être ça sera 3, 2, 1. C'est le but de l'opération, de voir s'il faut travailler et s'il y a des manières de travailler particulièrement sur ces compétences.
Donc ça se déroule sur une année pour chaque promotion. On le fait en première et en terminale. Et puis, donc, à la fin, vous voyez, il y a une collecte d'informations auprès des élèves par cette plateforme numérique pilotée par les chercheurs. Et la surprise qu'on a eue à la première année, c'est que les questions portaient sur ces compétences psychosociales. Donc, on demandait aux élèves comment ça s'est passé, comment vous avez collaboré, alors qu'eux s'attendaient à être évalués sur l'activité qu'ils ont menée, sur ce qu'ils ont fait. Et là-dessus, ça intéressait moins les chercheurs. Donc, ça a un peu déboussolé les élèves. Ça a un peu déboussolé aussi les professeurs parce que eux visaient des objectifs pédagogiques bien précis. Donc moi j'ai bêtement critiqué ça à un moment donné, et donc on m'a dit si c'est ce cas, t'as qu'à essayer de faire quelque chose. Donc des fois je regrette quand même de parler. Et donc le scénario que j'ai imaginé, là moi j'étais dans donc une des académies qui propose l'expérimentation, donc dans le bac MELEC. Je me suis dit, bon, il y a des compétences qui relient à la fois ce que cherchent les chercheurs et puis ce que nous, on doit développer autour des activités de chantier. Donc, on a imaginé un scénario où on est dans un bâtiment. Là, on a essayé d'y mettre un bâtiment avec une démarche un peu éco-responsable. Et puis, on va demander à des équipes de jeunes de réaliser l'installation de bureaux. Et puis, on va se mettre dans les conditions réelles avec des aléas de chantier. Et puis, on va essayer de voir comment ils appréhendent ces choses-là. Donc, des élèves de Bac Pro qui vont piloter d'autres élèves. Ça aurait pu être de CAP. Comme on ne connaît pas tous les établissements engagés, j'ai préféré proposer ça à des élèves de seconde. Mais vous voyez, donc un pilotage au niveau du Bac Pro des activités d'agents. On va aller bientôt vers les questions. Philippe Radicois, si vous voulez conclure. Je vais conclure, oui. C'est loin encore la conclusion, mais je vais faire vite alors. Donc, bref, il y a dans le référentiel un certain nombre d'activités, de tâches qui sont liées. Vous dire qu'on a eu, ça c'est pour revenir sur ce qui a été dit tout au long de ce séminaire, là, des architectes et des maîtres d'ouvrage qui ont bien voulu nous mettre à disposition gratuitement tous les plans qui ont été réalisés. C'était des plans BIM, on a récupéré les maquettes. On en a fait de ces maquettes des possibilités de visite virtuelle du chantier. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On l'a dit, et bien là, c'était très simple. Et donc là, les élèves peuvent aller, avant d'intervenir, se représenter le chantier. Là, c'est statique, mais rassurez-vous, on peut se promener et tout visiter. Et puis, on a développé une petite application toute bête où on va, pour certains élèves, les concentrer sur la question du planning, tout corps d'État et le planning de l'entreprise. À d'autres élèves, on va leur demander de regarder les comptes rendus de chantier intégrant toutes les contraintes, tout corps d'État ou de l'équipe de l'entreprise. On va, pour d'autres, leur demander de regarder les questions d'approvisionnement par rapport au plan et d'évolution du chantier. Et puis pour le dernier, s'inquiéter de qui vient travailler ou qui ne vient pas. Donc d'avoir une dimension lien avec les ressources humaines. Donc un espèce de petit morceau de PGI qu'ils utilisent pour pouvoir piloter les élèves en chantier. Donc ils ont à utiliser ces outils-là qui deviennent un peu quotidiens dans l'activité dans certaines entreprises, sur des tablettes. Et bien, je viens compléter chaque activité. Et puis, en réel, cette fois-ci, les jeunes élèves de seconde vont devoir équiper sous la houlette des Bac Pro qui doivent les piloter sur cette opération. Donc, travailler le chantier en réel, mais avec l'aide de la réalité virtuelle pour se représenter un peu mieux le chantier. Donc là, l'importance de la réalité virtuelle n'est pas énorme en dehors de cet aspect-là, mais vous allez comprendre ensuite, et je vais pouvoir conclure, c'est la dernière diapo, c'est que l'équipe là, de chercheurs va s'appuyer cette fois-ci sur le faire revivre à chaque élève sur son ordinateur personnellement une évaluation qui se fera comment ? On sera dans le même chantier, mais cette fois-ci en réalité virtuelle, sur le modèle de ce que je vous ai présenté un petit peu avant. Les jeunes vont devoir réagir à des aléas de chantier, vont devoir conduire les opérations qui étaient prévues,
Et donc, ils seront évalués sur finalement les compétences qu'ils ont acquises à travers la formation de réponse à ces contraintes de chantier, puisqu'on pourra faire intervenir les peintres qui occupent un bureau qui était prévu pour leurs usages. Donc là, on aura un rapport et une évaluation des compétences, alors pas complète, puisqu'il manque la partie explicitation dans une saisie automatique et des réponses automatiques, mais on aura tout un tas d'observables qui pourront être comparés d'un établissement à l'autre. Et puis les professeurs pourront se servir de cette séquence-là pour travailler ce qui était prévu avec les élèves, le développement de leurs compétences. Donc voilà. Merci beaucoup Philippe Radigouin, on peut vous applaudir parce que c'est un exercice toujours difficile, hein.